Donc, dilatation de branche, comme son nom l'indique, c'est l'augmentation des diamètres des branches. Et on verra par la suite la définition exacte. Donc, les objectifs du cours, c'est pouvoir à la fin du cours définir les DDB. DDB, c'est dilatation de branche. Pouvoir connaître les circonstances de découverte, établir un diagnostic positif, c'est de reconnaître le DDB. Pouvoir prescrire un bilan pour ces DDB. Connaître de manière générale et citer les étiologies des DDB. Et connaître également les complications. Et puis enfin, avoir une idée sur le traitement médical, éventuellement chirurgical, des DDB. Donc là, c'est le plan, introduction, définition, pathogène. Alors, donc les DDB, elles sont déjà très fréquentes au Maroc et même ailleurs. Leur incidence est un peu sous-estimée parce que si on n'y pense pas, on va pas les trouver. Parfois, surtout quand on a des DDB minimes, on n'a pas assez de symptômes, mais il faut savoir y penser, surtout en scrutant l'interrogatoire, l'examen clinique, et puis il faut surtout y penser parce que c'est vraiment très fréquent. C'est vrai que leur fréquence est moindre dans les pays développés, mais au Maroc, elles sont toujours aussi fréquentes. Et la première cause de DDB au Maroc et dans les pays en voie de développement, c'est la tuberculose. La tuberculose, elle peut guérir sans séquelles, comme elle peut guérir avec des séquelles. Et parmi les séquelles, on peut avoir des dilatations de branches. Donc, le diagnostic, il est souvent facile, mais facile quand on y pense. C'est pour ça qu'elle est sous-estimée. Donc, il se base certes sur la clinique, mais les examens clés, l'examen clé, c'est l'imagerie. Radiographie thoracique et surtout le scanner thoracique. Le scanner thoracique, c'est l'examen clé pour visualiser les DDB. Donc, la prise en charge, elle repose sur plusieurs spécialités. Le pneumologue, bien sûr, en premier, mais également les différents laboratoires, le radiologue, le kinésithérapeute, parce qu'il faut toujours drainer les sécrétions en continu, mais également parfois le chirurgien thoracique. Donc, le plus important, c'est prévenir. Bien sûr, la prévention, elle est très importante, quoique parfois, ce n'est pas possible. Alors, c'est quoi DDB? C'est une augmentation permanente et irréversible. C'est-à-dire quand la DDB s'installe, c'est terminé. Donc, les branches ne vont pas revenir à leur état initial. C'est une augmentation permanente et irréversible du calibre des branches, mais pas toutes les branches, surtout une partie des branches. Les branches semi-proximales, c'est entre la 4e et 8e division, ce qui constitue quand même une part très importante des poumons. Donc, cette dilatation ne va pas être anodine, mais elle va s'accompagner de différents troubles qui vont altérer la fonction de ces branches, les différentes fonctions, que ce soit sécrétoire ou bien au niveau de l'immunité locale. Donc, le symptôme le plus important, c'est la bronchorrhée. On aura une hypersécrétion bronchique. Donc, c'est une affection qui est souvent chronique, c'est-à-dire que le patient, il souffre. Ce n'est pas l'histoire d'une semaine ou deux, c'est à vie si le patient n'est pas traité de manière radicale, chose qui n'est pas toujours possible. Et souvent, on peut la voir chez l'enfant comme chez l'adulte. Et généralement, l'histoire, elle commence dès l'enfance, sauf pour certaines pathologies. Donc là, c'est juste un petit schéma qui visualise l'arbre bronchique. On a la trachée, les branches souches, et puis les différentes bifurcations. Nous, on parle d'une partie des bifurcations, c'est-à-dire entre 4e et 8e division. C'est là où ça se passe. Donc là, c'est juste schématiquement la différence entre un poumon normal et un poumon avec des bronchectasies.
Donc, sur le plan pathogénique, on aura ce qu'on appelle un cercle vicieux de Cole. Ça, c'est juste un prénom, mais c'est un cercle vicieux. C'est quoi ce cercle vicieux? Donc, on a déjà une DDB. La DDB va favoriser l'infection et la colonisation bactérienne de cette zone dilatée où les défenses sont diminuées, où il y a une inflammation chronique. Donc, le fait de coloniser cette zone-là, on aura plus d'inflammation et on aura plus d'accumulation et de sécrétion, surtout purulente. Et dans ce cas-là, on aura plus d'altération des branches et encore plus de DDB. Et ça tourne comme ça. C'est-à-dire que ça peut aller en s'aggravant. Donc, généralement, ça commence par des agressions en enfance, virales. Ensuite, c'est la réponse inflammatoire de l'hôte. Et puis, cette réponse inflammatoire qui est accentuée, qui est plus que la normale, on aura une destruction des différents contenants des branches, parois, corions et tout, et on aura des dilatations de branches. Et ces dilatations de branches seront le nid d'autres infections et donc, dans ce cas-là, on aura un état inflammatoire et infectieux chronique. C'est-à-dire, tout le temps, le patient a une inflammation dans les branches et des infections répétitives, voire une colonisation carrément, c'est-à-dire des germes qu'on va toujours trouver, pas seulement en cas d'infection. Donc, dans l'histoire naturelle du bébé, généralement, on a une infection, des infections virales dans l'enfance qui va occasionner la DDB et ensuite, ça sera d'autres gènes qui vont habiter ou cohabiter entre eux dans cette dilatation de branches et vont créer un état d'infection chronique. Donc, sur le plan anatomopathologique, en particulier macroscopique, il y a 3 types de DDB. Il y a les DDB cylindriques, variqueuses ou moniliformes et les DDB saculaires. Donc, dilatation de branche, là, par exemple, j'ai une branche normale. Donc, lors de la dilatation cylindrique, on aura une augmentation du volume, mais de manière symétrique. C'est-à-dire, au lieu que ça soit comme ça sera comme ça. Donc, c'est juste une augmentation du diamètre. Dans le cas des DDB variqueuses ou bien moniliformes, ça sera comme un chapelet. Des dilatations et puis des zones de rétrécissement. Des dilatations et des zones de rétrécissement. Et ça peut se voir au niveau de la radiographie thoracique ou bien surtout au niveau du scanner. Dans les DDB saculaires, c'est surtout terminal et dans ce cas-là, on a comme si c'était une grappe de raisin. D'accord? Donc ça, macroscopiquement, c'est comme ça. Et ça se voit sur les différents moyens d'imagerie. Sur le plan microscopique, la teinte intéresse toute la paroi, c'est-à-dire au niveau du cartilage, on aura une destruction du cartilage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura la dilatation. Également, au niveau du chorion, on aura de l'inflammation avec une hypervascularisation des néovaisseaux. D'ailleurs, c'est pour ça que parmi les symptômes des DDB, on a des hémoptysies parce qu'on a une néovascularisation, une hypervascularisation et avec la destruction, on a une mise à nu du chorion, là où il y a les vaisseaux et dans ce cas-là, on aura des hémoptysies qui peuvent menacer le pronostic vital. Donc, destruction du cartilage, de l'épithélium, inflammation du chorion, une néovascularisation, des ulcérations, enfin, on a tout. Et en plus de tout ça, on a l'infection des germes. Donc, c'est pour ça qu'on a un état inflammatoire et infectieux chronique. Sur le plan diagnostique, souvent, le symptôme le plus important et qui va souvent pousser le patient à consulter, c'est la bronchorrhée chronique. Bronchorrhée, c'est-à-dire une hypersécrétion bronchique.
le patient va cracher tout le temps, surtout le matin, mais parfois toute la journée. Donc, c'est vraiment pas évident. C'est difficile à vivre, surtout dans notre société. Donc, imaginez, vous êtes là maintenant dans l'amphi et quelqu'un est en train de cracher tout le temps. Il faut toujours avoir des Kleenex, c'est vraiment difficile à vivre. C'est vrai que ça peut être minime, mais parfois ça pourrait vraiment se répercuter sur la vie quotidienne du patient, que ce soit sur le plan professionnel ou bien scolaire. Donc, des crachats souvent abondants, surtout le matin, mais également presque toute la journée, parfois avec une odeur nauséabonde. Et si on demande au patient d'accumuler les crachats d'une journée, par exemple, on aura un beau panaché. Voilà. Zaza. C'est joli à voir. Vous n'allez plus voir Zaza, c'est fini. Donc, si on laisse ces crachats pendant un bout de temps, on aura des différentes couches. Une couche muqueuse avec des bulles, une couche séreuse et le nectar en dessous, du jus d'avocat. Alors, donc en plus de la bronchorée, bien sûr, la toux. La toux, elle est très importante. On ne peut pas avoir une bronchorée sans avoir de toux. C'est la toux qui ramène les crachats. Souvent, c'est une toux grasse. Et ça dérange, bien sûr, le patient tousse presque tout le temps. C'est pas évident. Donc, la toux, les hémoptysies, et c'est là la gravité de la DDB, la dilatation de bronche, c'est les hémoptysies. Elles peuvent être minimes, elles peuvent ne pas être carrément, peuvent être absentes, comme elles peuvent être de grande abondance. Vous avez déjà vu le cours d'hémoptysie avec professeur Habib. Les hémoptysies peuvent parfois être foudroyantes, elles peuvent menacer le pronostic vital, mais dans un temps record. Le patient peut mourir d'un choc à la fois hémorragique, mais également par inondation, mais vraiment rapidement. Là aussi, donc j'aime bien vous raconter de temps en temps des histoires de patients. Il me vient à l'esprit l'histoire d'une patiente jeune qui était hospitalisée chez nous pour une dilatation de bronche. Une dilatation de bronche après une tuberculose pulmonaire. C'était des séquelles bilatérales, diffuses. Elle avait une hémoptysie faible à moyenne abondance. On avait fait la fibroscopie pour repérer le côté qui saigne et on avait proposé une chirurgie pour la mettre à l'abri. Parce que à chaque fois des hémoptysies, à un moment, elle va faire une hémoptysie et ça peut être catastrophique. Donc cette patiente avait 17 ans. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut se voir même chez l'enfant, l'adolescent. Elle avait 17 ans et elle rêvait de faire médecine. Ça, je me rappelle très bien. Elle rêvait de faire médecine et elle était vraiment brillante. Elle avait même ramené avec elle tous ses livres au service. Elle travaillait en même temps. Donc, on s'était mis d'accord vendredi pour qu'elle soit opérée lundi. Dimanche matin, hémoptysie de grande abondance, décès sur place. Elle aurait pu être avec vous maintenant, parce que ça remonte après 2 ou 3 ans. Donc, elle aurait pu être avec vous ici à l'amphi. Donc, c'est juste pour vous dire que la dilatation de bronche, surtout dans son versant hémoptysie, elle peut menacer le pronostic vital. Donc, l'hémoptysie, c'est aussi, ça fait partie des signes des dilatations de bronche. La dyspnée, généralement, elle n'est pas toujours présente, mais elle peut être présente quand on a des dilatations de bronches diffuses, bilatérales, ou bien en rapport avec la maladie causale, infection ou autre. Parfois, le patient ou la patiente est asymptomatique et c'est juste au cours d'une radiographie thoracique ou bien d'un scanner pour rechercher une autre pathologie ou bien dans un autre contexte et on tombe sur une DDB, mais généralement ce sont des DDB minimes et localisés. Donc,
L'interrogatoire, il doit être minutieux aussi. Il faut toujours être systématique et tout demander. L'ancienneté, bien sûr, des symptômes. Généralement, ça remonte à l'enfance, des infections à répétition qui ont pu engendrer les DDB. Bien sûr, préciser la quantité, la qualité et les horaires des expectorations. Si on a des antécédents, par exemple, de tuberculose, là aussi c'est important, ça nous fait de nous mettre en les rails et puis penser à l'étiologie des DDB ou bien un antécédent d'infection virale ou bactérienne. Aussi des antécédents ORL ou dentaires, ça nous oriente à la fois sur possibles infections, mais également sur les étiologies, parce que parfois on a des étiologies avec une atteinte à la fois sous forme de DDB et une atteinte ORL, on verra par la suite. Bien sûr, le tabagisme et les polluants, c'est très important. Quelqu'un qui a déjà une DDB et qui fume et continue à fumer, en plus de la DDB, il aura la bronchite chronique et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et bien sûr, c'est catastrophique. Donc déjà, faut pas fumer. Et quand on a une pathologie pulmonaire, encore pire. Alors, donc lors de l'examen clinique, parfois, il est strictement normal. Souvent, quand les DDB sont assez importantes, surtout qu'aussi bilatérales et étendues, on aura surtout des râles ronflants, des râles bronchiques. Parfois, on peut avoir des râles sibilants, surtout que lors de la dilatation de bronche, elle peut être accompagnée d'une symptomatologie simulant un asthme. D'ailleurs, elle peut être même traitée comme un asthme et le patient peut s'améliorer. Donc, on appelle ça l'hyperréactivité bronchique. Parfois, les DDB sont accompagnés d'une hyperréactivité bronchique en rapport avec l'inflammation et ça peut donner des sibilants et même carrément des crises comme des crises d'asthme et traitées comme telles. Bien sûr, il faut repérer les différentes déformations thoraciques dans le cadre d'un syndrome polymalformatif ou dans le cas de lésions, par exemple, unilatérales. Quand on a des dilatations de bronches diffuses et surtout chroniques depuis l'enfance, on peut voir le patient à un stade d'insuffisance respiratoire chronique avec tous les signes et en particulier l'hypocratisme digital dont on a parlé l'autre jour. Donc l'hypocratisme digital, ça signifie que c'est chronique et que c'est au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, bien sûr, ça peut retentir sur l'état général. Parfois, le patient peut venir dans un tableau de complications, en particulier l'amylose. L'amylose, c'est une pathologie qui peut atteindre surtout les reins. Chaque fois qu'on a un état inflammatoire, ça peut se compliquer d'une amylose. Ça va se manifester par une insuffisance rénale, mais également par des œdèmes du membre inférieur. Dans ce cas-là, il faut faire une protéinurie de 24 heures, mais également une biopsie rénale ou rectale à la recherche de l'amylose. Bien sûr, peut avoir des signes d'une maladie causale, en particulier les maladies de système, ou bien les colites inflammatoires comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Tout ça, là, il faut le chercher lors de l'examen clinique. Donc, la radiographie thoracique, elle permet de visualiser les dilatations de bronches, mais parfois, elle ne le permet pas si les dilatations de bronches sont minimes et vraiment localisées ou bien cachées par l'opacité cardiaque. Dans ce cas-là, on peut ne pas les voir, mais si vraiment le tableau clinique est très évocateur, dans ce cas-là, il ne faut pas s'arrêter à la radiographie thoracique, il faut demander un scanner thoracique. Donc, la radiographie thoracique, ça peut montrer des clartés tubulées, des cavités multiples ou bien pseudo-rayons de miel. Pourquoi on dit pseudo-rayons de miel? Parce que normalement, le rayon de miel, c'est typique de la fibrose pulmonaire. On avait déjà vu ça lors de la PID, mais dans les dilatations de bronches, c'est un peu plus large. Ce n'est pas vraiment le rayon de miel typique. C'est pour ça qu'on appelle pseudo-rayon de miel. Donc, vous voyez ici dilatation de bronche qui est assez localisée. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un bon pronostic si on peut opérer. Surtout que si le patient est très symptomatique ou bien il a des hémoptysies, l'idéal, c'est d'enlever cette zone. Donc là, c'est une dilatation de bronche cylindrique, voire kystique. Là, c'est aussi, vous voyez, une dilatation de bronche plutôt kystique. Là aussi, c'est assez localisé. C'est probablement au niveau du lobe moyen. Quand même, on en a un petit peu ici, mais là, c'est évident.
Là, bien sûr, il faut compléter par un scanner pour bien visualiser et pour localiser les lésions. Donc ça, c'est juste un zoom sur l'image. Le scanner thoracique, c'est vrai que la radiographie thoracique peut nous montrer les dilatations de branches, mais on fait souvent appel au scanner thoracique. Déjà, pour être sûr, et d'autre part, souvent, la radiographie thoracique laisse un petit peu de doute, surtout quand ce n'est pas vraiment évident à 100%. Et dans ce cas-là, il faut demander un scanner thoracique. Il faut vraiment avoir la main assez facile quand on suspecte une DDB. Il faut avoir la main assez facile pour demander scanner thoracique. Et dans ce cas-là, c'est typique de ce qu'on avait vu sur la macroscopie. C'est soit des DDB cylindriques, ou bien des DDB variqueuses, ou bien kystiques. C'est vraiment évident sur le scanner thoracique qui est très sensible et très spécifique. On peut pas D'accord. Donc, en plus de visualiser les DDB, on peut aussi voir l'état du poumon sous-jacent. Est-ce que il y a une pathologie associée? Est-ce qu'on arrive à voir une pathologie qui peut être la cause des DDB, mais surtout pour évaluer le poumon sous-jacent? Par exemple, si on propose à un patient une chirurgie, il faut absolument que le reste du poumon soit opérationnel. Si les dilatations de branches sont diffuses et tout le poumon est abîmé, c'est pas évident de proposer une chirurgie au risque de s'aggraver et avoir des suites opératoires catastrophiques. Donc là, le scanner thoracique, c'est vraiment évident. Vous voyez, c'est localisé au niveau du lobe moyen, ici, kystique. Là aussi, des dilatations kystiques bilatérales. Là, vous voyez bien le fameux aspect en bague à chaton. On voit le vaisseau tout petit et on voit la branche est grande comme ça. C'est l'aspect de bague à chaton. Donc là, on peut voir également à l'intérieur de ces dilatations de branches, il y a un petit niveau hydroaérique ici et ici. Vous arrivez à voir? Donc il y a un petit niveau hydroaérique, ça sous-entend qu'il y a une surinfection des DDB. Le fait d'avoir du liquide à l'intérieur, souvent c'est purulent, c'est des sécrétions purulentes, donc ça dit qu'il y a une surinfection. Parfois, ces dilatations de branches sont carrément remplies. Il n'y a pas seulement un niveau hydroaérique, là aussi c'est des DDB kystiques, là c'est assez localisé, là aussi c'est diffus, surtout ça intéresse le côté droit plus que le gauche. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a des dilatations de branches, mais les dilatations sont remplies. Ça veut dire que on est en face de dilatation de branches surinfectées, soit qu'on aura juste, soit que c'est carrément rempli de sécrétions. Donc, vous voyez, le diagnostic, il est très facile sur le scanner et ça permet également de voir le reste du poumon, son état, comment il est. Donc là, c'est des pièces opératoires. Vous voyez bien la dilatation de branche qui est vraiment typique. Là aussi, les dilatations de branche. Donc, on a vu la clinique, on a vu l'imagerie, radiographie thoracique, scanner. Je citerai la bronchographie juste à titre informatif. Pourquoi? Parce que ce n'est plus utilisé. La bronchographie, elle n'est plus utilisée de manière courante et n'est même pas utilisée, que ce soit de manière courante ou pas. Puisque maintenant, on a à notre disposition le scanner, surtout le scanner de haute résolution, la bronchographie est vraiment éliminée du bilan des DDB. D'autant plus que c'est un examen qui est quand même invasif parce qu'on demande à un patient d'inhaler un produit, un liquide, un produit iodé, et puis on aura un dessin, enfin le liquide va dessiner toutes les branches du poumon, on aura une image comme ça. Mais là, comme je vous ai dit, c'est un examen qu'on n'utilise plus vu qu'on a le scanner qui est plus facile et qui montre plus aisément les DDB. Donc là aussi, vous voyez, c'est des DDB cylindriques qui apparaissent sur cette bronchographie. Donc vous oubliez. Ce n'est pas un examen qu'on demande actuellement. Donc les autres explorations,
La bronchoscopie souple, c'est-à-dire la fibroscopie, normalement, elle devrait être systématique. Pourquoi? Déjà, macroscopiquement, il va nous montrer une inflammation. D'autre part, elle permet de voir de visu, c'est-à-dire les sécrétions abondantes, peut-être aussi de faire des aspirations pour soulager un petit peu le patient, parce que parfois c'est tellement abondant, donc ça le soulagera au moins quelques jours. Donc une bonne aspiration, mais c'est surtout en cas d'hémoptysie. Pourquoi? Parce que chez quelqu'un qui a par exemple une DDB bilatérale et il a une hémoptysie, on veut proposer par exemple une chirurgie. Où est-ce qu'on va opérer? Est-ce qu'on va opérer le côté droit ou gauche? On ne sait pas. Donc, il faut repérer le côté qui saigne. Parfois, ça paraît évident, mais la lésion la moins importante est celle qui saigne le plus. Donc, ça veut dire qu'il faut voir vraiment de ses propres yeux, faire la fibroscopie et voir le côté qui saigne ou au moins voir des stigmates de saignement récents. Par exemple, un petit caillot quelque part pour se dire que c'est ce côté-là qui saigne. Et si on veut opérer, c'est ce côté-là qu'il faut enlever. D'accord? Ça permet également, je parle toujours de la fibroscopie, ça permet parfois de faire le diagnostic de l'étiologie. Parfois, on a une sténose ou bien une tumeur, en particulier les tumeurs bénignes. Je parle ici surtout de tumeurs carcinoïdes, surtout typiques, parce que leur évolution est très lente et le poumon a le temps de constituer des dilatations de branches. Donc, tout ce qui est à l'intérieur des branches, qui peut obstruer les branches, peut entraîner des DDB, que ce soit sténose, corps étranger, surtout chez les enfants. Dernièrement, on a eu un enfant qui avait avalé un bouchon de stylo, le tout petit là. Donc, il l'a avalé, ça s'est incrusté dans une branche, donc il a fallu l'adresser pour une bronchoscopie rigide pour l'enlever parce que la fibroscopie, on n'a pas pu l'enlever par la fibroscopie normale. Donc, sous anesthésie générale. Là, en parlant de corps étrangers, il y a aussi certains corps étrangers qui sont assez fréquents. D'ailleurs, j'avais fait un petit article là-dessus. Les femmes et les filles qui portent le voile, le foulard, elles ont la très mauvaise habitude de mettre l'épingle entre les lèvres en faisant leur foulard. Et le problème, c'est que parfois, on arrive à l'enlever par fibroscope, souple. Souvent, c'est pas évident. On fait appel à la bronchoscopie rigide, c'est-à-dire sous anesthésie générale. Vous voyez, juste un petit geste, et puis on aura une anesthésie générale. Et parfois, même avec le bronchoscope rigide, on n'arrive pas à l'enlever parce que ça va très loin dans les branches, et dans ce cas-là, il faut opérer. Et donc, je profite de cette séance pour conseiller à toutes les filles qui ont le porte-voile de ne jamais mettre l'épingle à foulard entre les lèvres en faisant leur foulard. Le message est passé. Alors, donc, la scintigraphie pulmonaire, on peut aussi la demander, mais c'est surtout avant la chirurgie pour savoir un petit peu la fonctionnalité du poumon. Donc, l'artériographie bronchique, là, c'est vrai qu'elle permet de visualiser le saignement parce qu'on va injecter un produit qui va être opaque sur la radiographie thoracique, sur le scanner, et en même temps, on peut, après avoir visualisé l'artère qui saigne, injecter un produit spécial pour emboliser cette artère et arrêter le saignement. Bien sûr, cette technique n'est pas démunie de complications. Il faut quelqu'un d'expérimenté pour bien visualiser l'artère parce que sinon, on va aller emboliser une autre artère et créer d'autres problèmes. Peut-être même, une fois, on avait adressé un patient pour une embolisation et une partie du produit est partie dans les artères coronaires, les artères cardiaques. Et il a fait un infarctus. Ça veut dire que c'est pas démuni de complications. Il faut que ça soit fait. Déjà la bonne indication. Et puis, il faut que ça soit fait par quelqu'un d'expérimenté. L'exploration fonctionnelle respiratoire, surtout la spirométrie, elle détecte surtout les troubles ventilatoires obstructifs qui sont souvent associés au DDB, mais également restrictifs en rapport avec l'atteinte parenchymateuse bilatérale.
La biologie, enfin, biologie standard, le NFS, bilan inflammatoire. La protéinurie, c'est surtout pour rechercher la complication de cet état inflammatoire chronique qui est l'amylose. Et puis, bien sûr, un bilan immunologique qui est le bilan à la recherche de pathologies causales comme la polyarthrite rhumatoïde, bilan immunologique qui va avec, les maladies de Crohn et RCH, donc toutes les explorations qui vont avec. Bien sûr, les autres explorations qu'on peut demander également. Donc, les formes cliniques, il y a des formes symptomatiques, des formes latentes ou fruits, c'est surtout l'apanage des cas de DDB localisés, minimes. Des formes hémoptoïques, là, c'est surtout, ça menace le pronostic vital. Donc, quelqu'un qui a des formes hémoptoïques, il faut toujours avoir en tête que on peut proposer une chirurgie, surtout si c'est localisé, ou bien si l'hémoptysie est de moyenne à grande abondance. Dans ce cas-là, il faut proposer une chirurgie. Et bien sûr, les autres moyens de traitement de l'hémoptysie, les hémostatiques, et éviter tout ce qui est source de chaleur. Donc moi, les patients qui ont des hémoptysies, je leur donne 4 conseils, souvent. Pas de hammam baldi, pas de hammam. Il est interdit, surtout dans la période de l'hémoptysie. Il faut pas manger ou boire quelque chose de chaud. Nous, Marocains, même le tagine, il est en train de... Donc, tout ce qui est source de chaleur, faut l'éviter. Et bien sûr, les efforts et ne pas rester sous le soleil ou bien dans une ambiance chaude trop longtemps. Ça peut engendrer des hémoptysies chez quelqu'un qui a déjà une DDB. Les formes évolutives, donc généralement simples, quand elles sont localisées et bien tolérées. Parfois, des formes graves en rapport avec l'étendue des lésions. En fonction du siège, généralement les DDB, comme on l'a vu sur les scanners et la radiographie thoracique, c'est surtout les bases, mais on peut avoir des DDB au niveau des lobes supérieurs qui sont mieux tolérés. En fonction de l'âge également, chez l'enfant et l'adolescent, le nouveau-né, ça peut entraîner directement le décès dans quelques semaines, voire quelques mois, parce qu'avec des complications inflammatoires et infectieuses et retentissement respiratoire, chez un tout petit, un nouveau-né, donc parfois il peut ne pas supporter. Concernant les étiologies et les DDB congénitales, et surtout des pathologies malformatives, il y a des noms propres à apprendre, à mémoriser. Syndrome de Williams-Campbell, c'est une déficience cartilagineuse, donc le point de départ il est cartilagineux et on aura une dilatation de branche. Syndrome de Mounier-Kuhn, et dans ce cas-là, on aura une dilatation à la fois de la trachée et des branches. On aura également une atteinte ORL. C'est pour ça qu'on insiste sur l'examen ORL et les explorations ORL parce que ça peut être associé avec une telle affection. Toujours dans le DDB congénital, on peut avoir un déficit immunitaire qui est le point de départ. Donc, qui dit déficit immunitaire, que ce soit pan-hypogammaglobulinémie ou bien une diminution des IgA, IgM ou IgG. Dans ce cas-là, on aura une exposition à des infections et puis l'infection va entraîner DDB et puis c'est le cercle vicieux. Donc, les anomalies ciliaires aussi, là aussi, il y a des noms propres. Le syndrome de Cartagena, c'est en rapport avec des anomalies ciliaires parce que les cils, normalement en embryologie, les cils sont responsables de la rotation et de la localisation des différents organes parce qu'ils sont en mouvement. Donc, l'anomalie des cils peut entraîner des situs inversus, une polypose naso-sinusienne parce qu'il y a des cils aussi ici, mais également des dilatations de branches, dont le cas du syndrome de Cartagena. Syndrome de Young, dans ce cas-là, on aura nasospermie associée à des infections à répétition, DDB et infections sinusiennes, des sinusites à répétition. Et bien sûr, il y a la mucoviscidose qui est, c'est vrai, on le voit plus en pédiatrie, plus que chez le sujet âgé, parce que généralement, il meurt à un âge assez bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un chanteur qui s'appelle Grégory Le Marchal. C'est un chanteur français. Il était mort, je crois, à l'âge de 20 ans, quelque chose comme ça, par une DDB.
Dilatation de branches acquise, bien sûr, il y a les infections, tous les types d'infections, que ce soit virales, mycosiques ou autres, surtout dans l'enfance. La tuberculose, bien sûr, comme je l'ai dit au début, c'est une cause importante de DDB. Les obstructions, que ce soit par compression ou bien par obstruction à l'intérieur de la branche, par un corps étranger, par un bouchon muqueux ou bien une tumeur bénigne ou maligne, ou même une compression par une adénopathie dans le cadre des syndromes de Brock. Toutes ces causes, que ce soit à l'intérieur de la branche ou à l'extérieur de la branche, peuvent entraîner une DDB. L'abcès de poumon, les lésions rétractives de plèvre, l'origine immunitaire également. Là, c'est l'aspergillose bronchopulmonaire, on appelle ça ABPA. C'est une hypersensibilité, une allergie à l'aspergillose. Et en même temps, ça va entraîner une symptomatologie très proche de l'asthme. Et en même temps, on aura des dilatations de branches qui sont plutôt proximales. Les différentes pathologies avec une inhalation, comme le RGO, quand on a une hernie hiatale, toxicomane et les produits chimiques. Les maladies de système, en particulier les polyarthrites rhumatoïdes, lupus et surtout les colites inflammatoires, en particulier la rectocolite hémorragique. Donc le diagnostic différentiel concernant le symptôme principal qui est la bronchorée, le diagnostic différentiel c'est surtout la bronchite chronique. Chez un fumeur, est-ce que c'est une bronchite chronique ou bien une dilatation de bronche? Le scanner permet de trancher facilement. Parfois, on a certains types de cancers, le cancer broncho-alvéolaire en particulier, qui peut donner une bronchorée chronique. Les hémoptysies, bien sûr, il faut penser à toutes les étiologies des hémoptysies en plus de la DDB. Et dans ce cas-là, il faut faire tout le bilan nécessaire, savoir scanner, fibroscopie bronchique à la recherche de l'étiologie. Les images aréolaires, parfois les DDB vont apparaître comme des images plutôt linéaires, c'est pas vraiment typique. Et dans ce cas-là, il faut douter d'une maladie interstitielle, d'une PID. Concernant le traitement, tout d'abord le traitement médical. C'est vrai que le traitement médical ne permet pas de guérir la DDB. Impossible de guérir une DDB par un traitement médical, mais quand même, ça permet d'une part de soulager, d'éviter des complications. Il y a les mesures préventives. Bien sûr, quelqu'un qui est exposé à des nuisances respiratoires, il faut arrêter ces nuisances. Par exemple, quelqu'un qui a une DDB et il travaille dans le marbre, rham. Donc, il faut vraiment essayer de changer ou bien au moins avoir une bonne protection. Le tabac aussi, quelqu'un qui a déjà une DDB, il faut pas qu'il fume pour aggraver la situation. Éviter, bien sûr, les infections, que ce soit ORL ou dentaire, et proposer des vaccinations, surtout le vaccin antigrippal et le vaccin anti-pneumococcique. Le drainage thoracique, c'est-à-dire la kinésithérapie de drainage, là aussi c'est très important pour essayer d'évacuer au maximum. Il faut conseiller aux patients de faire un drainage même personnel, c'est-à-dire sans l'aide de kinésithérapeute. Il faut faire ça quotidiennement pour évacuer, pour faciliter la respiration, mais également ça permet d'éviter les infections. Donc il faut vraiment évacuer le maximum le matin et le soir. L'antibiothérapie, elle n'est pas toujours indiquée, c'est seulement quand on a une surinfection, c'est-à-dire quand on confirme l'infection. Les fluidifiants et les hémostatiques, c'est au cas par cas. Le traitement chirurgical, en principe, devrait être précoce si l'indication est là, surtout quand on a des DDB mal supportés ou bien avec des complications, surtout l'hémoptysie. Et dans ce cas-là, on peut proposer soit une pneumotectomie ou bien une lobectomie ou carrément une pneumonectomie. Donc, bien sûr, la chirurgie n'est pas démunie de complications. On peut avoir des complications telles que la pleurésie purulente, la télectasie, les fistules bronchiques dont la prise en charge est vraiment difficile. Donc ça, c'est juste des images péropératoires de DDB. Donc, vous voyez, ce sont des DDB kystiques. C'est évident, c'est comme une grappe de raisin. Que de fruits dans ce cours. Bien sûr, il faut traiter les complications. Quand on a une infection, proposer une antibiothérapie. Une antibiothérapie parfois probabiliste, mais souvent, quand l'infection est à répétition, il vaut mieux demander un examen cytobactériologique des crachats, voire aussi recherche de BK, pour orienter l'antibiothérapie. Bien sûr, si le patient est au stade d'insuffisance respiratoire, il faut proposer une oxygénothérapie à domicile, voire une oxygénothérapie de déambulation.
une ventilation non invasive, quoique l'indication n'est pas très fréquente. Bien sûr, en cas d'hémoptysie, il faut traiter par des médicaments, à savoir des hémostatiques. Ça, vous l'avez déjà vu lors du cours de l'hémoptysie. Peut également proposer une embolisation. Et enfin, bien sûr, traitement de la cause. Si on a une tumeur carcinoïde, par exemple, il vaut mieux l'enlever. Normalement, si la tumeur est repérée au début, on peut ne pas avoir de DDB et enlever juste la tumeur par une bronchoscopie rigide. Mais au stade de dilatation de bronche, il faut enlever à la fois la tumeur, la branche et tout ce qui est en aval. Parfois, c'est tout un poumon qui est en aval. Un corps étranger, bien sûr, il faut l'enlever. La mucoviscidose, c'est surtout la thérapie génique, donc ou bien une transplantation pulmonaire, chose qui ne se fait pas ici au Maroc. Donc enfin, pour conclure, donc les dilatations de bronches, bronchectasie, elles sont très fréquentes, surtout dans notre pays. Elles sont souvent sous-estimées, quoique le diagnostic il est assez facile. Il repose bien sûr sur la clinique, mais surtout sur l'imagerie, en particulier le scanner. Le seul traitement curatif radical, c'est la chirurgie. Il faut juste bien proposer et savoir l'indication. Donc, mais il y a un intérêt très important de la prévention à la fois des infections pour ne pas avoir des complications sous forme de DDB et la prévention secondaire pour éviter la surinfection. Je vous remercie.